Il y avait une fois, dans une ville de Perse, 2 frères, dont l'un se nommait Cassim et l'autre Ali Baba. Leur père leur avait laissé peu de biens à sa mort. Cassim, lui, avait épousé une femme riche, et Ali Baba, une femme pauvre. Pour gagner sa vie et celle de ses enfants, Ali Baba coupait du bois dans une forêt voisine et allait le vendre à la ville, chargé sur 3 ânes. Un jour qu'il était dans la forêt, Ali Baba vit s'approcher une troupe de cavaliers qui ressemblait fort à des bandits de grand chemin. Tremblant de peur, il grimpa vite sur un arbre pour se cacher. Il les compta, ils étaient 40. Ils déchargèrent leurs chevaux, des énormes sacs remplis de pièces d'or qu'ils portaient, puis le capitaine s'approcha du rocher contre lequel s'appuyait l'arbre où était caché Ali Baba, et il prononça distinctement ces mots. « Sésame, ouvre-toi !» Aussitôt, une porte jusqu'alors invisible s'ouvrit. Tous les bandits entrèrent et la porte se referma. Ali Baba estima qu'il était plus prudent d'attendre que ces hommes se fussent éloignés avec leurs chevaux pour descendre de sa cachette. Il attendit longtemps. La porte se rouvrit enfin. Et les 40 voleurs sortirent. Quand le dernier fut dehors, le capitaine prononça ces mots. « Sésame, referme-toi !» Et la porte se referma. Puis, les cavaliers s'éloignèrent. Quand il fut bien sûr qu'il ne courait plus aucun risque, Ali Baba descendit de son arbre et, comme il avait bonne mémoire, une fois devant la porte du rocher, il dit « Sésame, ouvre-toi !» Et aussitôt, la porte s'ouvrit. Il s'attendait à entrer dans un trou noir, mais pas du tout. C'était une vaste caverne qui recevait la lumière du haut du rocher. Il y avait là entassées des marchandises de grand prix, des étoffes de soie, des tapis, et surtout une incroyable quantité de pièces d'or et d'argent. La porte se referma derrière Ali Baba. Mais il ne s'en inquiéta pas, il connaissait la formule pour la rouvrir. Il groupa 7 ou 8 sacs pleins de pièces d'or et, étant ressorti, il en chargea ses 3 ânes. Et la porte s'étant refermée d'elle-même, il reprit le chemin de la ville. La femme d'Ali Baba fut éblouie devant un tel trésor. Ma foi, ce qui est dérobé aux voleurs est de bonne prise. Et elle se mit à compter les pièces d'or. 83, 84, 85... Mais ma pauvre femme, tu es folle! Il y en a trop. Je vais vite creuser une fosse et y enfouir notre trésor. Nous n'avons pas de temps à perdre. Mais il faut tout de même bien que nous sachions à peu près ce que nous possédons là. Je vais chez un voisin emprunter un pot à mesurer le grain. Je mesurerai notre fortune pendant que tu creuseras. Bonne idée. La femme d'Ali Baba courut chez sa belle-sœur qui habitait en face et lui emprunta un pot à mesurer le grain. Puis elle revint à la maison et, ayant jaugé le volume des pièces d'or, elle rendit le pot à sa belle-sœur. Le soir venu, la belle-sœur parla à son mari. « Dis-moi, Cassim, ton frère Ali Baba ne serait-il pas beaucoup moins pauvre que nous le supposons? » Pourquoi cette question? Parce que sa femme est venue aujourd'hui m'emprunter un pot à mesurer le grain.
Comme j'étais curieuse de savoir quelle sorte de grain elle voulait mesurer, j'ai frotté le dessous du pot avec de la poix. Quand elle me l'a rendu, sais-tu ce que j'y ai trouvé collé? Du blé? Non, Du seigle? non, De l'avoine? non. Alors quoi? Une pièce d'or. Une pièce d'or? Oui, une pièce d'or. La preuve est faite que ton frère est plus riche que toi. Il ne compte pas son or, il le mesure. Cassim, fou de jalousie, courut chez Ali Baba. Ainsi, mon frère, tu veux nous faire croire que tu es pauvre, alors que tu possèdes tellement de pièces d'or que tu renonces à les compter. Tu les mesures au volume. Et Cassim, quelle mouche te pique? Je ne sais pas de quoi tu veux parler. Alors Cassim lui raconta l'astuce de sa femme. Et Ali Baba dut avouer la vérité. Et pour qu'il ne parle à personne de la caverne qu'il avait découverte, il la lui indiqua en lui confiant les mots qu'il fallait prononcer pour ouvrir et fermer la porte. Après tout, pourquoi son frère ne profiterait-il pas lui aussi du trésor des brigands? Cassim le remercia à peine, et le lendemain matin, il partait pour la caverne avec 10 mulets chargés de grands coffres. Arrivé à l'endroit indiqué, il dit: Sésame, ouvre-toi. La porte s'ouvrit. Une fois qu'il fut entré, elle se referma aussitôt derrière. Avare et amateur de richesse comme il était, Cassim eût passé la journée à se repaître les yeux de la vue de tant d'or, s'il n'eût songé qu'il était venu pour l'enlever et pour en charger ses 10 mulets. Il en prend un grand nombre de sacs, autant qu'il peut emporter, et allant à la porte pour la faire ouvrir, il ne retrouve pas exactement les mots, et il dit: Or, j'ouvre-toi. La porte ne s'ouvre pas. Blé, ouvre-toi. La porte ne s'ouvre toujours pas. Avoine, ouvre-toi. Décidément, la porte ne s'ouvre pas. Impossible de se rappeler le mot sésame. Alors la terreur le prend. Affolé, il cherche une autre sortie. Rien. Quand vers midi, les voleurs entrèrent dans la caverne, ils trouvèrent Cassim, qui se jeta à leurs pieds pour demander grâce. Mais le capitaine était sans pitié pour les indiscrets. Il tira son grand sabre et en transperça Cassim, qui tomba raide mort. Puis, le capitaine réfléchit. Si cet homme était entré, c'est qu'il connaissait les mots qui ouvraient la porte. Peut-être était-il seul à les connaître, mais rien n'était moins sûr. Aussi fallait-il enlever à qui que ce fût l'envie de revenir. Il donna l'ordre de couper le corps de Cassim en 4 morceaux. Puis il fit placer 2 morceaux à droite de la porte, à l'intérieur de la caverne, et les 2 autres à gauche. Si quelque curieux venait à pénétrer, la vue de ces 4 morceaux le ferait fuir à jamais. Puis, toute la bande s'en alla. Sur le soir, la femme de Cassim fut au comble de l'inquiétude de ne pas voir entrer son mari. Le lendemain matin, Ali Baba courut à la caverne avec son âne. Et il trouva les restes de l'imprudent dont le manque de mémoire avait été si cruellement puni. Il comprit ce qui s'était passé. Aussi, sans perdre un instant, fit-il 4 paquets des restes de son pauvre frère, et il les ramena à la veuve éplorée, qu'il consola de son mieux. Belle-sœur, je comprends votre chagrin. Mon frère était certes loin d'avoir toutes les qualités, mais le perdre si brusquement et en de telles circonstances est fort pénible. Je n'en disconviens pas. Toutefois, ne perdons pas de temps à pleurer et agissons vite. Il faut avant tout que la mort de mon frère paraisse naturelle à tout le monde. Heureusement que Morgiane est auprès de vous. Remerciez-en Allah. Je ne connais pas d'esclave plus dévouée, plus intelligente ni plus rusée. Je viens de lui dire ce qu'il faut faire, qu'elle agisse selon mes ordres. Vous ne le regretterez pas.
La jolie Morgiane courut chez l'apothicaire, et les larmes aux yeux, elle acheta divers remèdes pour son maître Cassim, qui, disait-elle, était très malade. Le lendemain, Ali Baba et sa belle-sœur poussèrent des cris lamentables en annonçant que Cassim était mort. Le soir, Morgiane alla voir un très vieux savetier nommé Mustapha. Allah te protège, Mustapha. Voici une pièce d'or. Prends de quoi coudre et viens avec moi. Arrivé à un certain endroit, je te banderai les yeux afin que tu ne vois pas où je t'emmène. J'ai un petit travail à te faire faire, mais il ne faut pas que tu saches de quelle personne il s'agit. Est-ce un travail honnête au moins? Très honnête. Et pour t'en convaincre, voici une seconde pièce d'or. Ah, bien, bien. Mustapha accepta et se laissa conduire les yeux bandés dans une pièce sombre de la maison de Cassim. Arrivée chez Cassim, Morgiane lui retira son bandeau. Elle lui demanda de recoudre les 4 morceaux du corps de Cassim, dont le visage était recouvert d'un mouchoir, afin que le vieux savetier ne reconnût pas Cassim. Mustapha obéit et fit du corps de Cassim un mort fort présentable, comme tous les autres, d'un seul morceau. Puis on ramena le savetier chez lui, les yeux bandés. Les obsèques de Cassim eurent lieu en grande pompe et l'on n'en parla plus. Et quelques jours plus tard, Ali Baba proposait à sa belle-sœur de devenir sa femme, car comme vous le savez, dans les pays musulmans, un homme peut avoir plusieurs épouses. La belle-sœur accepta avec joie, car elle savait qu'Ali Baba était encore plus riche que son défunt mari, et elle le pria de venir s'installer dans sa belle maison avec sa première femme et son fils. Mais il y avait un homme qui ne décolérait pas. C'était le capitaine des brigands. L'un d'eux proposa à son chef d'essayer de découvrir le mystérieux personnage qui connaissait les mots magiques pour ouvrir et fermer la porte. Puisqu'en effet les restes de Cassim avaient été enlevés, c'est qu'il existait encore quelqu'un au courant de la formule. Au petit matin, le brigand partit pour la ville. Sur la Grand Place, il n'y avait qu'une seule boutique ouverte, celle du savetier Mustapha. Allah te protège, Mustapha. Déjà au travail de si bonne heure? À ton âge, tu as encore d'assez bons yeux pour coudre. J'ai des yeux excellents. Et tu n'en douteras plus quand tu sauras qu'il n'y a pas longtemps, j'ai cousu un mort dans un endroit où il faisait bien plus sombre qu'en ce moment. Tu dis cousu un mort? Cousu un mort? Le brigand remercia la Providence de l'avoir mis du premier coup en contact avec l'homme qui était probablement le seul capable de le guider dans ses recherches. Il lui donna 2 pièces d'or et le savetier le mena jusqu'à l'endroit où Morgiane lui avait bandé les yeux. Tu vois, c'est ici qu'elle m'a attaché le bandeau. J'étais tourné dans cette direction et j'ai fait 38 pas. Je les ai comptés. À son tour, le brigand lui banda les yeux et il marcha à côté du vieux, tantôt le conduisant, tantôt se laissant conduire. Enfin, il s'arrêta. Il se trouvait devant la maison de Cassim. Avant de lui ôter le mouchoir de devant les yeux, le voleur fit rapidement une marque sur la porte avec de la craie. Et quand il lui eut enlevé le bandeau, il demanda « Sais-tu à qui appartient cette maison? Hélas, non, je ne suis pas du quartier.
Le bandit reconduisit le savetier chez lui, puis il courut à la caverne et annonça triomphalement au capitaine qu'il avait trouvé la maison de l'homme qu'il cherchait. Alors tous deux sautèrent sur leurs chevaux et allèrent jusqu'à la maison de Cassim, habitée maintenant par Ali Baba. Le chef arrêta immédiatement un plan d'action dont il fit part à ses hommes. Écoutez-moi tous. Nous allons placer sur 19 mulets 38 grands vases en cuir dont on se sert pour transporter l'huile. Un seul en sera rempli jusqu'au bord, tandis que les 37 autres seront vides afin que vous puissiez vous cacher dedans. Je ferai comme si j'étais un marchand d'huile et j'irai demander l'hospitalité au maître de la maison que je viens d'identifier et qui s'appelle Ali Baba. C'est certainement lui qui a surpris notre secret et qui nous a volé une si grande quantité de pièces d'or. Je ferai entrer les 19 mulets dans ses écuries. Et au milieu de la nuit, quand je vous en donnerai l'ordre, vous sortirez de vos sacs de cuir. Et vous m'aiderez à tuer Ali Baba et à emporter ses richesses. Les 37 voleurs admirèrent l'ingéniosité de leur capitaine. Et le soir même, un marchand d'huile, qui n'était autre que le chef des bandits, frappait chez Ali Baba. Impossible de le reconnaître, tant il était bien déguisé. Salut, noble seigneur. Comme vous le voyez, j'amène à la ville, et de bien loin, 19 mulets chargés d'huile pour les vendre demain au marché. Je ne trouve nulle part de quoi me loger, et comme l'on m'a dit que vous aviez l'âme généreuse, je viens vous demander si je pourrais passer la nuit dans quelque écurie. Enfin, sans trop vous déranger. Dans une écurie? Mais vous n'y pensez pas, seigneur marchand. Morgiane, maître, prépare la meilleure chambre pour mon hôte et ouvre tout grand le portail pour que ces 19 mulets s'installent dans les écuries, afin d'y passer tranquillement la nuit. Et fais-leur donner abondamment du foin et de l'orge. Bien, maître. Et quant à vous, mon hôte, vous soupez avec moi. Après le souper, le capitaine des voleurs demanda la permission d'aller jeter un coup d'œil sur les mulets. Et une fois seul dans les écuries, il murmura successivement à chaque occupant de chaque vase: Quand je jetterai de petites pierres de ma fenêtre, sors de ton vase et tiens-toi prêt à attaquer. Quand je jetterai de petites pierres de ma fenêtre, sors de ton vase et tiens-toi prêt à attaquer. Quand je jetterai de petites pierres de ma fenêtre, sors de ton vase et tiens-toi prêt à attaquer. Quand il eut murmuré ces paroles à chacun des voleurs, le capitaine monta dans sa chambre et bientôt, tous s'endormirent. Seule une personne veillait, Morgiane. Car avant d'aller se coucher, Ali Baba lui avait demandé de lui préparer du bouillon pour le lendemain matin. Et voilà que, faute d'huile, sa lampe s'éteignit. Il n'y en avait plus en réserve à la maison. C'est alors qu'elle se rappela l'énorme quantité d'huile contenue dans les vases de cuir du marchand. Elle se dirigea alors vers l'écurie et, quand elle se fut approchée du premier vase, le voleur qui y était caché demanda tout bas: Est-ce le moment d'attaquer? À la découverte d'un homme ainsi caché, toute autre personne que Morgiane se fut enfuie en poussant des cris. Mais la belle esclave était aussi courageuse que rusée. Et c'est avec le plus grand sang-froid qu'elle répondit: Pas encore, mais bientôt. Est-ce le moment d'attaquer? Pas encore, mais bientôt. Est-ce le moment d'attaquer? Pas encore, mais bientôt. Est-ce le moment d'attaquer? Pas encore, mais bientôt. Découvrant que 38 voleurs étaient prêts à attaquer son maître pour le tuer et le voler, elle prend une décision. Elle court à l'office, décroche une énorme bassine, revient à l'unique vase de cuir qui contient de l'huile et en emplit la bassine, qu'elle va mettre ensuite sur un grand feu. Quand l'huile est bouillante, elle porte la bassine à l'écurie et dans chaque vase de cuir, elle verse brusquement assez d'huile bouillante pour étouffer son occupant et le faire passer de vie à trépas sans qu'il ait même le temps de pousser un cri. Et tous y passent.
quand du haut de sa fenêtre, le capitaine lança ses petits cailloux, il ne vit paraître aucun bandit. Il descendit étonné et fort inquiet. Soudain, une ombre se jeta sur lui. C'était Morgiane. Elle lui enfonça un poignard dans le cœur. Il tomba mort. Ainsi finirent les voleurs qui avaient voulu tant de mal à Ali Baba. Quand Morgiane eut raconté à son maître ce qui s'était passé, il ne sut comment prouver sa reconnaissance à cet esclave qui, par son dévouement, son intelligence et son courage, lui avait sauvé la vie et sa fortune. Dès le lendemain, il l'affranchit et lui offrit en mariage son propre fils. Et ma foi, comme Morgiane était une ravissante personne, le fils d'Ali Baba l'épousa avec le plus grand plaisir. Il retourna avec son père à la caverne des voleurs, aussi souvent qu'il le fallait pour qu'elle fût promptement vide, et ils vécurent le reste de leurs jours dans une splendeur incomparable, comblée de considération et d'honneur.